مشاهدينا أهلا بكم. أنا ليلى حداد أقدم لكم برنامج لقاء في أوروبا من داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل. الابتكار أو الإنوفاتية هو مصطلح يعني التطور الخلاق، والابتكار يشمل ليس فقط المجال العلمي والاقتصادي والتجاري، وإنما أيضاً المجال التعليمي والسياسي. ويتم الابتكار من خلال تفعيل أفكار أو منتجات إنوفاتية عبر نوع متخصص من المشاريع يدعى المشروع الابتكاري. هكذا أو تقريباً يعرف أصحاب الاختصاص هذا المصطلح. وابتكار الأفكار طريقة عملية وعلمية في آن واحد نشأت في عام 1940 على يد العالم الأمريكي أليكس أوسبورن، الذي كان يؤمن بأن النجاح يتطلب طريقة مبتكرة. هذه الطريقة تعمل وفق مبادئ بسيطة يشرحها لنا ضيفي في هذه الحلقة الجزائري سامي أصديق، الذي يعتبر أول مؤسس لمشروع ابتكاري على الصعيد الجزائري والعربي. يريد سامي أصديق عبر مؤسسته ابتكار أن يطور منهجيات في ممارسة السياسة والاقتصاد والمال والأعمال والتعليم، ويتخذ من بلاده الجزائر مخبراً لشق طريق نحو الديمقراطية. Monsieur Oussedik, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame. On va commencer là où j'ai fini mon introduction. Et ma question la voici. Comment est-ce qu'on peut partir d'un projet innovant pour aboutir à une démocratie dans un pays, en l'occurrence l'Algérie, où la politique est frappée d'anathème? C'est une question fondamentale que vous posez là, que vous me posez. Pour nous, l'innovation, bien évidemment, est relative. Déjà, dans nos pays, et je parle de l'Algérie plus particulièrement, la démocratie est un concept innovant. L'innovation, je veux dire, se définit par rapport à un contexte. Aujourd'hui, en Algérie, effectivement, de mon point de vue, de notre point de vue à Iptikar, l'avenir ne peut être que démocratique. Qu'est-ce que veut dire pour nous un avenir démocratique? Ça veut dire que la politique d'abord se pense comme étant la vie dans la cité. Et pour nous, la politique, dans un premier temps, passe par effectivement le chemin de la citoyenneté. Il faut que les citoyens se réapproprient leur environnement, leur vie, la vie de leur cité. Et je crois que c'est un chemin vertueux qui les amènera vers la politique. Aujourd'hui, la politique est frappée d'anathème dans nos pays, dans notre pays. Il est temps de lui redonner ses lettres de noblesse. On est citoyen ou on le devient? On le devient, madame. On le devient et c'est fondamental. C'est un cheminement. C'est le cheminement d'une société, mais c'est aussi le cheminement des individus dans une société. La citoyenneté a une seule définition ou elle diffère selon l'endroit? Écoutez, je pense qu'il y a des valeurs universelles. En tout cas, j'y crois. Nous y croyons. Il y a, je dirais, un SMIG, une certaine somme de valeurs universelles, mais chaque peuple, chaque civilisation emprunte des chemins ou un chemin particulier pour arriver à ce que l'on attend, ce qu'on appelle la démocratie. Je rajouterai juste un point. La démocratie est un idéal. On tend vers la démocratie. On n'y arrive jamais, mais on y tend toujours. Il faut y tendre de toutes nos forces, parce que ce qui définit un peuple aujourd'hui, sa liberté en interne et vis-à-vis de l'extérieur, c'est d'abord sa capacité à se gouverner et donc à faire face aux défis de l'avenir. Monsieur Oussedik, quand on vous suit, on se rend compte que vous voulez partir d'un ordre matriciel, c'est-à-dire vous voulez commencer par le commencement. Ce n'est pas prétentieux de se dire, tiens, il y a un immense chantier, surtout celui de votre pays, en l'occurrence l'Algérie. Pour nous, il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, nous le pensons ainsi. Nous sommes convaincus que ce que certains peuvent appeler une utopie est pour nous extrêmement réaliste. Et réaliste parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autres portes qui permettront de nous amener vers ce que tous les Algériens, et je dis bien tous les sans exception, souhaitent. Parce que je rajouterai un mot qui est très important. Aujourd'hui, nous, Algériens, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Cette condamnation peut être pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur ne peut advenir que par la voie de la démocratie.
Vous avez parlé de l'utopie. C'est vrai, quand on vous écoute, quand on vous suit, quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes un rêveur. Et en préparant cette émission, vous m'avez fait penser à monsieur Alex Osborne, qui lui a lancé cette idée de ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours le brainstorming. Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que vous adhérez aussi aux 4 règles de M. Alex Osborne? Écoutez, tout d'abord sur la question de l'utopie. Permettez-moi ce parallèle qui est extrêmement audacieux, mais je vais me le permettre. En 1954, le 1er novembre 1954, des jeunes gens sont réunis entre eux. Après un long cheminement du mouvement national, ont décidé de déclencher ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie, la révolution algérienne. Je pense que 99% des Algériens à cette époque pensaient que ces jeunes garçons étaient des utopistes. Voyons que parfois l'utopie nous amène à la réalité. C'est le vœu que je conçois, que je forge pour nous, Algériens. Maintenant, revenons à Osborne, puisque telle est votre question. Je crois qu'effectivement, Osborne, qu'est-ce qu'il pose à partir des années 30 En 1935, il pose le concept de brainstorming, très intéressant parce qu'il définit en fait une nouvelle façon d'organiser l'intelligence, la pensée, l'ordonner et surtout, si vous voulez, sortir du cadre classique. Les anglo-saxons utilisent souvent le terme « out of the box ». Voilà. Pour nous également, et je reviens au brainstorming, le défi, le challenge, c'est de penser out of the box. Et pour nous, out of the box, c'est en dehors de la matrice algérienne. Mmh. D'accord. Alors, pour dire encore un mot par rapport à monsieur Alex Osborne, une des premières règles est, il disait, les critiques des idées des autres sont interdites, quand ils sont donc en réunion. Alors, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tant l'interdiction. Il faut tourner ça de façon positive. Ça veut dire que chacun peut exprimer ses idées. C'est l'interdiction d'interdire. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que d'une certaine façon, la démocratie, c'est cela. Dès lors où un groupe ou des personnes sont prêts effectivement à respecter des règles minimales démocratiques, chacun peut s'exprimer dans la limite de la liberté de l'autre. Et en même temps, lui, donc, il dit que la pensée débridée est la bienvenue. Je vais citer les 2 autres règles, très basiques, in fine. Donc la troisième, la quantité est demandée. Donc il faut davantage d'idées, débridées ou pas, mais davantage d'idées et de pensées. Et la 4e est la combinaison et l'amélioration des idées des autres. Et il appuie sur cette dernière règle et il la veut de plus en plus recherchée et améliorée. Tout à fait. Vous savez, le brainstorming est aujourd'hui utilisé dans différents domaines, de la politique, je dirais, à l'industrie, au commerce. Pour nous, aujourd'hui, dans le mouvement que nous montons, le mouvement Ipticar, je dirais que le brainstorming est fondamental. Parce que vous savez, notre mouvement repose sur 2 jambes, si je puis dire, sur la réflexion et l'action. Dans le domaine de la réflexion, le brainstorming est pour nous véritablement quelque chose d'important. Et les règles énoncées et dictées par Alex Osborne, nous les faisons nôtres. Parce que nous voulons aussi que la différence puisse s'exprimer et que de ces différences, nous puissions arriver à autre chose. Jusqu'à présent, on est un peu théorique. Alors allons au concret. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Où est-ce que vous en êtes avec votre projet? Parfait. Écoutez, d'abord, Ipticar va voir le jour début 2016. Vous savez, nous en parlons, mais nous voulons aussi faire passer cette idée qui est pour nous fondamentale, c'est qu'il faut travailler pour arriver à quelque chose. Parce que notre culture, je parle de la culture de l'Algérie contemporaine, c'est une culture de rentier. Et la rente, c'est la négation du travail. Nous disons, nous sommes mis au travail. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons créé des pôles de réflexion, 6 pôles de réflexion sur différents domaines, je vais vous en citer 2 ou 3. Économie et finances, aménagement du territoire, énergie et environnement, droit, justice et liberté, politique étrangère et défense. Et il y en a d'autres, je vous dis, il y en a 6. Et nous essayons de penser l'Algérie de demain. Parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur le terrain en Algérie? C'est un discours, mais encore plus un programme pour l'avenir. L'Algérie, plus de 75% des Algériens, moins de 30%,
personne ne leur parle de l'avenir. Nous voulons nous réapproprier l'avenir et faire que les Algériens, pour les Algériens, un avenir différent soit possible. En fait, l'Algérie est votre laboratoire, j'allais dire. Mais c'est un laboratoire très compliqué, complexe, immense. C'est un projet d'envergure. Bien évidemment. C'est pour ça que ce que nous voulons faire, nous voulons le faire également en nous articulant avec les autres forces démocratiques en Algérie. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir faire ça seuls. Voilà. Dans l'ADN de notre mouvement, l'articulation aux autres forces, qu'elles soient de la société civile ou forces politiques, est fondamentale. Nous le disons aujourd'hui, se pose en Algérie une question qui est fondamentale pour nous. C'est dans ce rapport de force, qui est aujourd'hui celui de la vie politique algérienne, il est temps que ceux qui ont pour objectif de créer un pays, plutôt de faire de ce pays une démocratie, puissent non pas s'unir, se fédérer, parce que dans l'autre côté de la balance, il y a tout ce que j'appellerais les forces conservatrices, les tenants de l'immobilisme. Et il faut aujourd'hui pouvoir essayer de modifier le rapport de force. Vous pensez qu'on va vous laisser faire en Algérie? Ce n'est pas une démocratie, justement. C'est une dictature. Quels sont vos interlocuteurs sur place, hormis donc l'opposition? L'Algérie est un régime autoritaire, c'est clair. Ce n'est pas une dictature, en tout cas lorsqu'on parle des critères de la dictature. C'est un régime autoritaire. Aujourd'hui, l'Algérie, ce que j'appelle le régime algérien, la matrice, est arrivée à une séquence de son histoire qui se termine. Pourquoi? Parce que toutes les ressources qui ont permis à cette matrice de vivre, de se développer, arrivent à terme. La première des ressources, c'est la légitimité historique et morale, et bien évidemment les ressources financières issues de la rente. Aujourd'hui, on arrive à la fin, à l'épuisement de ces ressources. Ça veut dire que dans quelques temps, les cartes vont être redistribuées. Et nous, ce que nous essayons de faire avec certaines autres forces, c'est de pouvoir effectivement s'articuler pour, le jour venu, dire face à ceux qui ont d'autres projets, d'autres agendas, nous également, dans cette nouvelle donne, nous sommes prêts à peser dans ce débat-là. Est-ce que vous vous êtes donné des limites? Parce que moi, j'ai le sentiment que vous êtes comme un poisson abyssal qui vit dans les profondeurs d'un océan, mais un océan sans fin et sans fond. Écoutez, pour nous, effectivement, aujourd'hui, nous sommes sous la ligne de flottaison pour une raison très simple. C'est que nous existerons officiellement que début 2016. Nous avons commencé à travailler. Nous interviendrons sur le terrain dans l'action dès 2016. Mais notre objectif, je dirais, c'est de remonter à la surface, parce qu'une démocratie a besoin d'oxygène, madame. Et nous allons chercher cet oxygène pour nous et tout le peuple algérien. Et concrètement, vous êtes basé où? Nous sommes en Algérie, bien évidemment, mais nous considérons que ce qu'on appelle communément la diaspora, un terme que je ne partage pas, parce que la diaspora revient à dire qu'il y a une différence entre les Algériens à l'extérieur et les Algériens de l'intérieur. Pour nous, il y a des Algériens à travers le monde, d'abord en Algérie, et surtout aujourd'hui, à l'ère de la dématérialisation, c'est important que toute cette intelligence algérienne, ce sentiment d'engagement puisse être relié. Il y a quand même une différence. On a toujours tendance à dire que tous les Algériens sont les mêmes, mais un Algérien qui a eu un parcours aux États-Unis ou en Belgique, par exemple, son parcours, son expérience, son intelligence, elle est autre que celui qui n'a pas bougé de chez lui, non? Bien évidemment, lorsque je dis nous sommes les mêmes, ce n'est pas une question d'homogénéité. Nous ne voulons pas repeindre tous les Algériens avec la même couleur, si je puis dire. Pour nous, lorsqu'on dit nous sommes les mêmes, ça veut dire que nous avons les mêmes droits, les mêmes aspirations et la même volonté, parfois, véritablement de s'investir. Donc effectivement, nous ne nions pas la question de l'individuation. L'individu est fondamental. Pour nous, l'individuation ne va pas à l'encontre du groupe. Pour nous, il n'y a pas, je dirais, une différence fondamentale et radicale. C'est parce que vous devenez un individu avec votre différence que vous pouvez apporter au groupe. Vous me faites penser à Adam Smith, vous savez, l'économiste et philosophe anglais, sur deux points d'ailleurs. Vous parlez de la valeur travail, c'est-à-dire que lui disait que la richesse ne peut venir ou vient, en tout cas, à 90% que du travail. Et puis le deuxième point que vous venez donc d'évoquer, c'est-à-dire que l'intérêt individuel aboutit un jour ou l'autre à l'intérêt général, si j'ai bien compris. Alors effectivement, pour nous, l'intérêt individuel, en tout cas dans notre projet,
ne peut qu'être connecté pour un intérêt collectif. Et j'ajouterais, puisque vous parlez d'Adam Smith, il y a une fameuse image d'Adam Smith, c'est la main invisible. Pour nous, il n'y a pas de main étrangère chez nous. Nous sommes totalement algériens. Donc notre action ne sera pas invisible, elle ne viendra pas de l'étranger. Ça sera une main visible et algérienne. Pour Adam Smith, c'était la main invisible pour les Algériens et je pense pour tous les Maghrébins et les Arabes, il y a toujours la conspiration et la main étrangère. Tout à fait, c'est pour ça que je le disais ainsi. En tout cas, pour nous, nous recusons toutes les théories du complot. Il peut y avoir complot, mais il n'y a pas toujours complot. Vous êtes soutenu moralement? Oui, beaucoup. Nous recevons quotidiennement des demandes d'adhésion à notre mouvement, à Iptikar, ce qui est pour nous très encourageant. Nous avons mobilisé de l'intelligence aujourd'hui afin de commencer à penser. Nous avons des militants en Algérie et ailleurs prêts à descendre, à pouvoir porter la voix. Et encore une fois, nous voulons être constructifs, qu'on soit bien clair. Pour nous, s'il n'y a pas de projet, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Ce concentré de matière grise a besoin d'une ère de la guerre. Alors qui finance ce projet? Alors d'abord, il n'y a pas de guerre. C'est très important. Nous ne voulons pas la guerre, nous sommes un mouvement pacifiste. Mais effectivement, pour nous aujourd'hui, nous comptons d'abord effectivement sur la participation de nos concitoyens à monter quelque chose. Nous ne sommes pas dupes. L'argent est important pour continuer à faire. Mais nous refusons toute intervention étrangère quant au financement à ce stade-là. Pour des raisons très simples. Non pas que l'on soit influençable par l'argent étranger, mais nous savons très bien que nos compatriotes sont très chatouilleux quant à l'honneur algérien. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc, votre entreprise verra le jour officiellement en 2016, vous avez dit. J'imagine que vous avez une sorte de business plan par rapport à ce projet. Quand est-ce qu'on peut voir le résultat de vos efforts? Bien sûr. Après une génération, 2 générations, 3 générations ou alors dans 5 ans? Vous savez, lorsque je vous disais que la démocratie est un idéal et on tend vers la démocratie, donc nous allons faire un bout de chemin vers cette démocratie. Ceci dit, aujourd'hui, comme je vous disais, le contexte algérien est un contexte extrêmement mouvant, est un contexte qui est frappé par l'incertitude. Je pense que tous les observateurs s'accordent à dire la même chose. Pour nous, dans ce contexte qui risque de bouger, nous commençons sur le terrain véritablement à partir de début 2016. Et nous comptons tenir notre premier congrès d'ici 1 an et demi. Vous savez, il faut du temps. Lorsqu'on s'inscrit dans la durée, c'est un gage en tout cas de réussite, mais en tout cas de pouvoir mobiliser des Algériens autour de quelque chose. Parce qu'il faut sortir de l'opportunisme. Les Algériens sont détournés des partis politiques. Aujourd'hui, la médiation politique à travers le parti ne correspond plus aux attentes des Algériens. C'est pour ça que nous allons, comme vous le disiez si bien, retourner d'abord de la base, tout en ayant au-dessus un discours politique, une traduction politique de ce que les Algériens, à quoi les Algériens aspirent. Alors pour être clair, en fait, votre projet d'innovation, il n'est ni un parti politique, ni encore moins un think tank. Vous confirmez? Je vous le confirme. Vous savez, la question de la médiation politique, autant dans les pays arabes qu'ailleurs, c'est une constante ces dernières années. Il y a aujourd'hui un refus par les citoyens de tout ce qui est médiation politique classique, à savoir le parti politique. Je vous donne 2 exemples. Aux États-Unis, vous avez les petits partis qui sont à droite, bien à droite. En Espagne, vous avez un type de regroupement de ce genre-là. Pour nous, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain, mais avec des autres formes d'organisation. C'est pour ça que même dans ce que nous allons faire, nous allons être innovants. J'ai essayé de regarder s'il y a votre équivalent dans les pays du Maghreb, la Méditerranée du Sud et encore plus loin jusqu'aux pays du Golfe. Dans ce qu'on appelle les pays arabes, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que vous avez l'ambition plus tard d'aller pousser donc ce beau projet de l'autre côté de l'Algérie, c'est-à-dire chez les voisins maghrébins, méditerranéens et arabes? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde interconnecté. Notre expérience, nous l'espérons, sera profitable aux uns et aux autres et elle pourra intéresser nos frères arabes et musulmans aujourd'hui dans cette ère géostratégique. Pour nous, effectivement, il serait intéressant de rentrer en contact avec les autres sociétés civiles, avec les autres groupements,
profiter d'une certaine façon de l'expérience des uns et des autres, parce que chacun a apporté quelque chose à l'autre. C'est ainsi que nous pourrons avancer. Mais alors, j'ai envie que vous essayez de rassurer les régimes que vous avez dit non dictatoriaux, non dictatoriaux, pardon, mais plutôt des régimes totalitaires. Rassurez-les, vous faites peur, monsieur Oussedik. Madame, je n'ai pas à les rassurer. Si j'ai à rassurer quelqu'un, c'est le citoyen algérien et le peuple algérien. Au-delà des pays, nous sommes une chaîne panarabe et donc... Et bien évidemment, mais vous savez, je suis très précautionneux pour une simple raison. Nous n'avons pas donné de leçons aux autres Arabes. Chacun a ses spécificités, nous sommes tous Arabes et nous sommes prêts bien évidemment à collaborer avec les uns et les autres. Avec grand plaisir, encore une fois, dans cet échange. Mais vous savez, le sens de l'histoire est ainsi. Ne croyons pas que la région à laquelle nous appartenons soit en dehors de l'histoire. Elle est dans l'histoire, elle est dans les tourments de l'histoire. Et nous avons vu avec ce qu'on a communément l'habitude d'appeler les printemps arabes. Peut-être que de notre façon, c'est aussi apporter, je dirais non pas une solution, ça serait un peu présomptueux, mais d'apporter une traduction différente à ce ras-le-bol qui aujourd'hui, d'une certaine façon, court du Golfe jusqu'à l'océan Atlantique. Votre équipe et vous-même, vous n'avez pas été approchés par le régime algérien? Vous qui combattez la corruption, la fortune mal acquise, on ne vous a pas approché pour vous dire « nous sommes là, nous avons de l'argent, on peut soutenir votre projet ». Je me souviens très bien quand on a préparé cette émission, vous m'aviez dit « non, nous sommes indépendants et nous travaillons avec les moyens que nous avons ». La vérité, vous avez été approché ou pas? Non, nous n'avons pas été approchés. Vous savez, c'est une question de rapport de force. Lorsque nous serons officiellement sur le terrain, reposez-moi la question, peut-être, je ne sais pas, je vous ferai une autre réponse d'une certaine façon, mais sachez bien que dans notre ADN, jamais nous n'accepterons de collaborer. Et j'utilise à dessein le terme de collaboration. Monsieur Oussedik, in fine, vous êtes réellement un projet exceptionnel en Algérie, mais aussi dans le monde arabe, n'est-ce pas? Écoutez, je pense qu'effectivement, nous avons en tout cas une singularité. Une exception, je ne sais pas, une singularité sûrement. Et je vous assure que nous allons, lorsque nous serons un peu mieux structurés, nous sommes en phase de structuration comme je vous l'indiquais, aller vers les autres sociétés civiles, au Liban, en Égypte. Vous savez, il y a des choses qui se passent intéressantes dans ces pays-là pour nous. On peut apprendre d'eux et ils peuvent parfois apprendre de nous. Et nous irons pour essayer véritablement de rénover le regard sur les sociétés civiles et surtout leur action vis-à-vis de la politique. Et l'Algérie sera un modèle, vous pensez, de cette amorce de démocratie? Écoutez, je l'espère, mais encore une fois, s'il y a modèle, c'est qu'il sera aussi inspiré d'ailleurs, surtout de nos frères arabes. On va finir avec une question qui me turlupine et vraiment j'ai envie que vous répondiez franchement et spontanément. Je vous réponds spontanément depuis tout à l'heure, je ne connaissais pas vos questions. Comment est-ce que l'idée vous est venue, monsieur Oussedik? Vous savez, l'idée m'est venue d'abord en regardant la situation algérienne qui est bloquée parce qu'aujourd'hui, pour faire de la politique, je vous disais, les partis politiques sont récusés par la société. Et aujourd'hui, pour avoir un agrément pour être parti politique, il faut courir un marathon d'une certaine façon. Et puis, je vous disais, il y a cette crise universelle de la représentation politique. Donc, avec tout ce qui s'est passé dans les pays arabes sur l'émergence des sociétés civiles, l'irruption des sociétés civiles dans la politique, nous nous sommes dit il est temps pour nous d'essayer d'avoir prise sur notre destin collectif et individuel en Algérie. Voilà d'où est venue pour nous l'idée d'Ibtikar, de la société algérienne, mais aussi de notre regard porté sur l'extérieur. Et c'est pour ça que dans l'ADN de nos mouvements, nous disons toujours que l'Algérie doit être connectée au monde. Il faut qu'elle sorte de son splendide isolement en matière d'idées. Vous parlez de brainstorming. Nous devons nous asseoir à la table mondiale du brainstorming pour apporter nos idées et non plus penser out of the box, out in Algeria. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la culture du dialogue qui est pratiquement inexistante dans cette région du monde? Écoutez, c'est un combat de longue haleine, mais c'est parce que c'est un combat de longue haleine qu'il faut le débuter urgemment. C'est fondamental aujourd'hui, ça passe par l'école, ça passe par tout ce qui est institution de socialisation. C'est d'abord le dialogue dans les familles, dans l'école, et ça c'est une question de culture et de mentalité.
commençons, débutons, et je pense que le chemin est encore long, mais si on ne débute pas, nous n'arriverons nulle part. أستاذ أصديق، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا. مشاهدينا، نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا على المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. مرحبا بك سيد أصديق، وشكرا لوجودك معنا. 2. سنبدأ من حيث انتهت المقدمة. كيف يتسنى الانطلاق من مشروع ابتكاري إلى طريق نحو الديمقراطية في بلد مثل الجزائر، حيث تتعرض السياسة فيها إلى اللعنة؟ 3. هل نولد مواطنين أم نصير مواطنين؟ 4. هل للمواطنة تعريف واحد أم أنها تختلف باختلاف البلدان؟ 5. سيد أصديق، أنت تريد أن تبدأ من الرحم، أي تريد أن تبدأ من البداية. أليس من الغرور أن تعتقد أنك تستطيع أن تبني من جديد في ظل ورشة ضخمة مثل بلدك الجزائر؟ 6. في إشاراتك للمدينة الفاضلة، ففي الواقع حين نستمع إليك ونقرأ لك نتصور أنك حالم. وخلال إعداد هذا البرنامج ذكرتني بالسيد أليكس أوسبورن الذي أطلق فكرة العصف الذهني أو brainstorming. فماذا يعني لك هذا المفهوم؟ وهل تتبنى قواعد السيد أليكس أوسبورن الأربع؟ 7. حتى نضيف كلمة أخرى عن أليكس أوسبورن، فقد كان يقول أن إحدى أولى القواعد هي حظر انتقاد أفكار الآخرين خلال الاجتماعات. 8. وكان يقول في نفس الوقت أن إطلاق العنان للفكر هو أمر مرحب به، والقاعدتان الأساسيتان الأخريان هما أن الكم مطلوب، وبالتالي يجب أن نكثر من الأفكار المتنوعة. والقاعدة الرابعة هي مزج أفكار الآخرين وتحسينها، وهو يركز جدا على هذه القاعدة الأخيرة. 9. حتى الآن نحن نتحدث عن المستوى النظري، فلنذهب إلى الواقع الملموس. أنت الآن في أي مرحلة من مشروعك؟ 10. الجزائر في واقع الأمر هي مخبرك، أليس كذلك؟ لكنها مخبر مركب وفي غاية التعقيد، ومشروعكم مشروع ضخم. 11. هل تعتقد أنهم سيسمحون لك بالعمل بحرية في الجزائر؟ فهي بلد غير ديمقراطي وهي ديكتاتورية، فباستثناء المعارضة الحقيقية، من هم محاوروكم هناك؟ 12. هل وضعت لنفسك حدوداً أنت تعطي الانطباع بأنك كالسمكة التي تعيش في أعماق المحيط، ولكنه محيط بلا نهاية وبلا قرار؟ 13. أين يوجد مقركم؟ 14. يقال دائما أن جميع الجزائريين متشابهون، ولكن الجزائري الذي يعيش في الولايات المتحدة أو في بلجيكا على سبيل المثال يختلف في مساره وتجاربه وذكائه عن الجزائري الذي لم يغادر بلده، أليس كذلك؟ 15. أنت تذكرني بآدم سميث الاقتصادي والفيلسوف الإنجليزي، فبالنسبة له يكاد العمل أن يكون هو المصدر الوحيد للثراء. والنقطة الثانية المشتركة بينكما هي أن المصلحة الشخصية تصب في يوم ما في المصلحة العامة، أليس كذلك؟ 16. بالنسبة لآدم سميث كانت هناك اليد الخفية، وبالنسبة لجميع الجزائريين والمغاربة والعرب هي بالأحرى اليد الأجنبية والتآمر. 17. هل أنت مدعوم معنوياً؟ 18. هل أدمغتكم المركزة بالذكاء وجدت عصب الحرب؟ فمن الذي يمول المشروع؟ 19.
سيرى مشروعكم النور رسميا في عام 2016، وأتصور أن لديك خطة عمل. متى يمكن أن نرى نتائج جهودكم؟ بعد جيل أو جيلين أو 3 أجيال، أو بالأحرى بعد 5 سنوات؟ 20. حتى نكون واضحين، مشروعكم ليس بحزب سياسي وليس بمركز للدراسات والأبحاث. هل تؤكد لنا ذلك؟ 21. حاولت أن أبحث عن نظير لك في دول المغرب وجنوب المتوسط ودول الخليج، أي ما يسمى بالدول العربية، فلم أجده. هل لديك الطموح في الدعوة فيما بعد لهذا المشروع الجميل في الدول المغاربية وجنوب المتوسطية والدول العربية؟ 22. أرجو أن تقوم بطمأنة نظم الحكم الشمولية. ابعث لهم برسالة مطمئنة يا سيد أصديق، لأنك تثير مخاوفهم. 23. ولكن أبعد من ذلك وإلى الدول العربية، لأننا قناة تلفزيونية عربية. 24. هل حاول النظام الجزائري أن يتواصل معك أو مع فريقك أو فريق عملك؟ أنت الذي تحارب الفساد والثروات غير المشروعة. ألم يحاولوا أن يقولوا لكم لدينا المال ونستطيع مساندة مشروعكم؟ أنا أتذكر وأنا أعد هذه الحلقة أنك قلت لي أنكم حركة مستقلة وأنكم تعملون بمواردكم الخاصة، فبصراحة هل حدث اقتراب منكم أم لا؟ 25. سيد أصديق، يمكننا أن نقول أن لديك في حقيقة الأمر مشروعا فريدا على الصعيد الجزائري والعربي أيضا، أليس كذلك؟ 26. هل تصبح الجزائر نموذجا للديمقراطية؟ 27. سنختتم البرنامج بسؤال يثير حيرتي، وأريد أن تجبني بصراحة. كيف يا سيد أصديق راودتك هذه الفكرة؟ 28. ما الذي يجب فعله لتحسين ثقافة الحوار الغائبة بالفعل في هذه المنطقة من العالم؟ انتهى.